Je suis médecin et j'ai deux rôles. Un rôle, c'est officier en chef de la qualité pour l'hôpital. J'ai travaillé à l'hôpital depuis que je suis résident. J'étais étudiant médical et ensuite je suis devenu employé de l'hôpital il y a environ un an. Et donc je travaille comme médecin. Et ensuite, je suis allé du côté sombre, comme mes collègues l'appellent, et en faire partie de ça, je suis assez corporatif, mais récemment, pas parce que j'avais besoin de plus de travail, mais j'ai pris le rôle de vice-chair dans le département de médecine pour les départements cliniques, services cliniques. Alors, regardez, voici, je regarde mes deux rôles. On m'a appris qu'il y a beaucoup plus de niveaux et beaucoup plus de contenu à voir pour nous assurer que les services rencontrent les besoins des patients. C'est des questions structurelles avec lesquelles il faut composer et bien sûr les différentes lunettes que l'on porte dans nos activités de planification et de livraison de soins sont vraiment de rigueur ici et donc je vais vous parler d'un peu de ce qu'on a appris à l'hôpital d'Ottawa et comme le conférencier avant moi, il y a beaucoup de personnes qui contribuent à son travail et donc j'ai une vision un peu externe de ces activités. On a un très bon personnel et des bonnes infirmières qui travaillent avec nous et notre PDG, notre directeur de la gestion prend ça très au sérieux, le conseil aussi et les services de santé en Ontario, le ministère nous aide, les gouvernements vont commencer à avoir ça comme une priorité et ça nous aide à cheminer vers notre objectif. Alors voici un tableau, je pense qui illustre où les défis se trouvent et quel genre de résultats on est en droit de s'attendre quand on parle de gérer la performance. Et donc, on a 2 points de temps, 2011 et l'année jusqu'à maintenant 2015. On a un sondage PICLE pour la cohorte et de patients. Et vous allez voir qu'en 2011, on a commencé à essayer d'améliorer l'expérience des patients. 95% disaient que c'était positif. Et positif, ça veut dire bon, très bon ou excellent. Et donc, ça veut dire qu'en 2011, seulement 5% des gens ont dit que c'était de piètre qualité ou pas bon. Et il a fallu motiver les travailleurs qui nous disaient, ben, le soin que je donne est déjà excellent, pourquoi est-ce que je devrais changer? Mais la deuxième partie de ça, c'est si on a des données qui disent qu'on est pas mal bon et on a des gens qui disent tout va bien et on veut pas changer quoi que ce soit, eh bien, on va être pris et ça sera très difficile à avancer. Et nous, on était pris et ça a pris du temps pour nous dégager un peu, mais on peut voir les résultats, notre capacité de nous débarrasser des scores négatifs, mais on a pu améliorer le pourcentage de gens qui disent que c'est excellent. Je peux dire qu'on a eu certains succès à changer les attitudes des prestataires de services et cet énoncé en bas, ça vient d'un médecin, mais ça aurait pu venir d'un autre professionnel de soins de santé dans l'hôpital. Alors, nos facteurs clés de succès, c'est l'engagement, et l'engagement doit venir du leadership et les indicateurs de performance. On va parler de ça en plus de détails. Je sais qu'à travers les quelques derniers jours et les derniers conférenciers, le développement de paramètres de mesure qui sont significatifs pour les patients, ils reflètent les comportements des prestataires et les questions clés parce qu'en fin de compte, il faut gérer ou créer des environnements et des systèmes qui permettent aux comportements désirables d'exister pour que le patient ait de meilleures expériences. Et il ne faut pas oublier qu'il faut développer du leadership et que le leadership, les gros leaders qu'on a dans notre organisation, mais c'est en première ligne aussi. Il faut former les gens pour faire ce travail qu'on leur demande de faire. On ne peut pas seulement ignorer, on ne peut pas juste ignorer le fait qu'il y a des écarts en formation
en termes de la qualité et de l'expérience du patient. Je vais parler de ces enjeux en plus de détails au niveau de l'engagement. Je ne sais pas si vous pouvez lire la diapo, mais ça montre une stratégie à plus haut niveau pour notre hôpital. C'est là où l'engagement commence. Quelle est notre vision? C'est de donner à tous les patients un très bon service, des soins de pointe et de l'excellent service que l'on voudrait pour nos familles. Alors, ça représente un peu ce qu'on veut avoir dans notre organisation et ce qu'on s'attend du service qu'on donne. Et l'autre partie de ça, c'est qu'il y a des données de référence, qu'il y a des références qu'on utilise. On vise le meilleur, mais c'est une des choses qu'on a pu utiliser pour demander aux prestataires et aux médecins et d'autres, parce que quand on regarde notre évaluation de soins, tout le monde dit on est pas mal bon, mais quand on regarde de plus loin et on se compare à d'autres hôpitaux de recherche au Canada et ailleurs, et on voit qu'il y a des écarts et que d'autres organisations, d'autres hôpitaux ont fait des améliorations massive dans cette évaluation d'excellence qu'ils reçoivent dans les sondages et notre objectif, c'est d'être les meilleurs, nous aussi, et la plupart des gens vous diront ça, ils veulent être le mieux possible, mais ce qui nous a aidé aussi, c'est qu'on a créé une entente d'engagement avec les médecins. Il y a eu d'autres institutions qui ont créé ça, des contrats pour les médecins. On a suivi l'exemple de Virginia Mason Hospital à Washington, dans l'État de Washington, aux États-Unis, dans le Nord-Ouest, et c'est une entente formelle entre les médecins résidents et l'hôpital. Et ça stipule ce que les patients s'engagent à faire pour assurer le soin des patients et que le soin soit de très haute qualité. Et c'est signé par tous nos médecins. On a fait un processus pour développer ce contrat et ça reflète vraiment la responsabilité professionnelle à l'institution. Mais sous le point compassion, reconnaître le patient comme étant au centre de nos efforts et militer pour eux. Et donc ça, c'est d'une importance critique et c'est inclus dans nos évaluations de performance. L'engagement vers la qualité, de suivre les technologies à la fine pointe et de rester au fait des choses. Et c'est les médecins qui ont signé ça et qui sont d'accord avec ça et qui travaillent là-dessus. Et pour avancer en termes de l'engagement, engager les patients et les familles et planifier dans la planification et la surveillance et l'évaluation, et ça inclut au niveau corporatif, au niveau programmation et au niveau planification annuelle. Le leadership a été établi par notre province et notre ministère de Santé. Une partie de ça, c'est d'être des leaders individuels dans nos institutions et aller au-devant des choses, mais dans notre processus annuel de planification, on crée une évaluation corporative qui a 8 mesures, un carton d'évaluation, et c'est notre pondération générale. C'est un des évaluations qu'on a et c'est 50% de la pondération de notre score et les groupes de patients aiment ça, bien sûr, mais vous pouvez voir que la rétroaction des patients sur nos sondages touche et affecte tout ce qu'on fait. 50% du poids de notre score et 50% de l'évaluation que nos gens reçoivent est relié à ça, et l'autre partie, c'est d'aligner le leadership des médecins avec le leadership de l'hôpital. Encore une fois, les gens à l'extérieur des soins de santé peuvent dire pourquoi ils seraient pas alignés, mais il y a différentes lignes d'imputabilité à travers l'organisation. Pour les médecins et dans notre institution, notre chef du personnel et notre chef de la direction ont la même façon d'être évalués, les mêmes paramètres. Le fait que 50% de l'évaluation, c'est sur l'expérience du patient, et c'est pareil pour les médecins et pour le chef de la direction. Je pense que ça aide et c'est vraiment la planification et l'évaluation des patients.
Ce qu'on a fait, on a travaillé pour développer des paramètres de mesure au niveau des médecins. Ça, c'est un rapport qui est disponible, qui est mis à jour en temps réel. Ça montre l'évaluation générale des soins au niveau des sondages de nos patients. Et pour les médecins dans ma division où je travaille en médecine générale, j'aimerais dire que je suis la barre qui est la plus élevée, mais je ne sais pas si c'est celle-là la mienne, mais les médecins auront tous leur propre score et ce qui arrive maintenant, c'est que les médecins appellent et savoir comment ils peuvent faire les choses différemment pour avoir un meilleur score. Alors, il y a un peu de résistance. Des fois, au niveau des sondages, il y a une question d'échantillonnage et de la grosseur de l'échantillon. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à dire comment est-ce qu'on peut avoir des paramètres en temps réel, des mesures en temps réel et le fait qu'on s'implique là-dedans, ça veut dire que et on veut investir là-dedans. On a des systèmes de mesure, ça, c'est des données qui viennent de nos appels de suivi quand ils quittent l'hôpital. Nos patients quittent l'hôpital, et ça, c'est au niveau division, au niveau médecin. Et cette question ici, c'est après que les patients retournent à la maison, on les appelle quelques jours plus tard et on leur demande un éventail de questions au niveau de leurs soins transitionnels. Et ces questions est au niveau de développer des symptômes inhabituels, des problèmes, mais une partie de l'appel, c'est vraiment régler le problème que le patient a ou aussi utiliser cette occasion pour aller chercher de l'information. On pose des questions sur les prescriptions, s'ils ont des problèmes avec les rendez-vous de suivi, les problèmes potentiels, n'importe quel. Alors, si ces problèmes existent, on a des infirmières et on fait un triage d'appels et on peut aussi faire escalader ça aux médecins. Alors, on a standardisé le processus le plus possible pour que quand les données nous reviennent, on peut les rapporter au niveau des infirmières, au niveau des médecins. Mais vos dossiers n'étaient pas disponibles quand on quitte l'hôpital, quand le dossier est 20% n'était pas disponible. Et donc, ça, ça a été reflété dans l'évaluation de ce médecin. Par exemple, vos collègues, 5% avaient des problèmes de prescription et pour vous, c'était 30% avec des problèmes de prescription. Peut-être que ce médecin-là avait des choses à travailler. Alors, regardez ces points-là au niveau des prescriptions, des rendez-vous de suivi, des symptômes inhabituels. On sait que ce sont des problèmes que typiquement les patients vivent quand ils quittent l'hôpital. Alors, on veut aiguiller nos professionnels pour qu'ils puissent s'occuper de ces questions quand les patients retournent à la maison aussi, de rattacher la mesure de performance au comportement et qu'est-ce qui affecte l'expérience client, quels sont les comportements, quels sont les symptômes, si les comportements ne sont pas comme ils se doivent et rattacher ça à la performance et à l'évaluation. Le point final, je pense, qui est très important, c'est de travailler sur le développement leadership. Et je pense qu'on ne peut pas faire ça sans amener les leaders avec nous. Et bien sûr, il y a des leaders dans notre institution qui seront plus forts que d'autres, mais il faut augmenter les standards pour que les gens puissent s'améliorer, mais aussi des points spécifiques sur lesquels il faut porter attention. C'est les évaluations de performance et des évaluations de performance des médecins, mais aussi les chefs d'équipe, des chefs, mais aussi des médecins eux-mêmes. Et donc, vous savez, on a créé des attentes là-dessus. On a une évaluation de performance annuelle et il faut que ça soit documenté. Tout notre personnel on documente leur performance, révision de performance annuelle. On a fait du travail avec on fait des vérifications régulières, ponctuelles avec notre personnel le plus possible. Des évaluations de performance sont informées par des données objectives et des observations directes. Au niveau de la formation, il y a d'autres points importants. Comment est-ce qu'on établit le ton? Quel est le ton approprié pour l'expérience patient? Ce qui est important, je pense, c'est de ne pas regarder ça au niveau du fournisseur, mais que ce soit bien centré sur le patient et l'expérience patient et le point de vue du patient et ce qui est plus difficile à changer. Selon nous, une des façons qu'on a fait ça, c'est d'écrire des lettres, de lire des lettres, pardon, de partager l'expérience des patients où les gens nous remercient pour nos services et ce que ça fait, c'est qu'il identifie des points spécifiques où il y a des écarts et des points où ça va bien. Et donc,
établir le ton en ayant une révision de performance régulière et voir là où on va bien ou là où on a des améliorations. L'autre chose, c'est de combler l'écart entre les attentes et la performance et d'aider nos prestataires à voir où il y a des écarts au niveau de la communication et certains comportements de la communication qui peuvent démontrer de l'empathie, parce que souvent quand on parle aux fournisseurs qui font partie de ça, dans leur esprit, ils sont empreints d'empathie, mais leur langage corporel et comment ils ont la discussion avec les patients ne sont pas empreints d'empathie et les patients souvent ne voient pas cette empathie et c'est vraiment de changer la perspective, de centrer ça sur le patient. Le dernier point, mais non le moindre, je pense que c'est très important pour le leadership et pour les gens qui gèrent la performance de ne pas oublier le fait qu'il y a beaucoup de choses qui informent l'expérience du patient beaucoup plus que juste le prestataire de service. Il y a un système dans lequel les gens travaillent. Il faut commencer à comprendre ça quand on travaille pour développer des solutions. Et il y a un équilibre entre comprendre le rôle du système et la responsabilité de l'individu. Et j'ai passé beaucoup de temps à parler de la performance individuelle et le feedback, mais au niveau gestion et au niveau leadership, il faut comprendre que il y a des interactions entre nos systèmes et les environnements où les gens travaillent et l'expérience patient. Par exemple, dans notre institution, on a beaucoup de problèmes à ce que les gens puissent retourner à la maison s'il y a un besoin de soins à domicile ou de soins aigus. On ne peut pas toujours l'obtenir. Alors, ce qui arrive, c'est que les patients ont tendance à rester à l'hôpital longtemps et ils restent dans un environnement qui ne sera pas optimal pour eux. Et ce que ça fait, c'est que ça affecte d'autres parties du système et les patients sont dans les urgences, des fois dans les corridors et ce sont pas des endroits qui sont propices à la vie privée ou à la dignité. Alors, il y a beaucoup de travail qu'on fait pour améliorer le comportement de notre personnel, mais les contraintes du système, les goulons, les bouchons dans le système peuvent faire en sorte que les gens ne se comportent pas de manière optimale. Alors, on a cette responsabilité d'être au courant d'où ces défis se trouvent et utiliser des stratégies très spécifiques pour contrer ces problèmes. On ne peut pas nécessairement ajouter autant de lits qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme fournisseur de soins, c'est de regarder où le flux de patients est bloqué et d'avoir des stratégies très spécifiques de communication pour s'occuper de leurs préoccupations, de la préoccupation des patients qui peuvent peut-être amenuiser le négativisme et la situation négative. Et aussi, comme gestionnaire, on peut voir quand nos fournisseurs de services sont stressés, ils sont dans une situation où peut-être qu'ils ne travaillent pas bien en équipe et encore une fois, avoir des stratégies très spécifiques pour désescalader ou former le personnel pour composer avec ces enjeux. Alors ça, c'est très important. Bien sûr, si on peut enlever ces contraintes, ces bouchons au niveau des lits, ces problèmes vont disparaître en quelque sorte. Alors, voici notre score. On a travaillé très fort là-dessus et je peux vous dire que notre chef de direction est très engagé envers ça et veut vraiment travailler là-dessus. Il met beaucoup d'efforts et il nous pousse en tant qu'équipe pour qu'on s'améliore et je dirais qu'on est à moitié chemin, peut-être moins que la moitié. Ça fait 4 ans maintenant et ce que les gens devraient reconnaître, c'est qu'il y a des problèmes structurels majeurs. Pour revenir à mon point de départ et sans effort soutenu et sans les meilleures pratiques comme ce qu'on a appris aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Tout le monde doit participer et y mettre du sien. Merci.